Alors bonjour à tous, suite de la capsule vidéo sur le chapitre P8, les transferts thermiques entre les systèmes macroscopiques. La dernière fois, nous nous sommes intéressés, pour finir, au bilan énergétique et j'avais fini par vous expliquer la formule qui permet de calculer un rendement énergétique, c'est-à-dire l'énergie utile transférée divisée par l'énergie totale reçue. Exemple, ici, si je m'intéresse à l'éolienne, j'ai un rendement qui est inférieur à 79%. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'une éolienne transforme l'énergie mécanique, donc l'éolienne tourne grâce au vent, donc l'éolienne transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Et bien sur cette énergie mécanique, seul 59% est converti en énergie électrique. Vous aviez à travailler un exercice type après avoir vu l'exemple du cours. Cet exercice type est l'exercice numéro 25 du livre. On s'intéressait au fonctionnement du four à micro-ondes. Donc, quelle information utile vous aviez? On vous donnait la fréquence des ondes émises, la fréquence des ondes micro-ondes, qui est égale à 2450 MHz. Et première question, vous deviez vérifier que les ondes décrites appartiennent bien au domaine des micro-ondes. Donc là, ici, dans le tableau page 16 de votre livre, vous aviez les gammes d'ondes selon leur longueur d'onde. Il fallait donc calculer la longueur d'onde associée. Formule que vous connaissez depuis le début de l'année, la longueur d'onde est égale à la célérité de l'onde divisée par nu, la notation d'une onde la notation de la fréquence d'une onde électromagnétique. Donc là ici, il s'agit de la vitesse de la lumière d'une onde électromagnétique, donc 3 puissance 8 mètres par seconde, divisé par la fréquence de ce micro-ondes, qui est de l'ordre de 2,450, 10 exposant 9. Attention, ici, mégahertz est égal à 10 exposant 6 Hertz. Donc en écriture scientifique, ça fait 2,45, 10 exposant 9. Nous trouvons une longueur d'onde environ égale à 0,122 mètres, qui correspond bien à la page 16, au domaine, du coup, des micro-ondes. Page 16, on vérifie bien que nous sommes dans le domaine des micro-ondes, puisque 0,12 a pour ordre de grandeur 10 puissance moins 1 mètre. Alors deuxième question, on s'intéresse aux modes de transfert thermique principaux mis en jeu lors de chauffage d'un aliment avec un four à micro-ondes. Et bien dans un premier temps, le mode de transfert du magnétron vers l'eau liquide se fait grâce au rayonnement. Une fois que l'eau a absorbé l'onde, et bien l'eau, les molécules d'eau se mettent à osciller autour d'une position d'équilibre. Cette molécule d'eau est piégée dans l'aliment, donc il ne peut pas y avoir de convection. Donc là ici, il va y avoir transfert d'énergie thermique par conduction entre les molécules d'eau et les aliments qui sont en contact avec ces molécules. J'ai un transfert d'énergie de proche en proche sans déplacement de l'eau, comme contrairement à l'eau que je fais bouillir dans une casserole. Question 3, ici, nous devons chercher en petit a la variation d'énergie interne de l'eau liquide et qu'apprenons-nous qu'il y a une variation de la température de 18,2 à 40,8 degrés Celsius. Nous allons donc appliquer la formule du cours qui est que delta U est égal à M fois C fois delta T. Avec M, la masse de l'eau, donnée ici, c'est la capacité du coup thermique. Je cherche donc ici en données la capacité thermique de l'eau. Et le livre est
bien fait, puisqu'à la fin de l'exercice, vous avez C qui est égal à 4,18 kJ par kilogramme par Kelvin. Cela signifie que la masse dans ma formule devra être en kilogrammes. On fait attention. Kelvin, attention, c'est une unité de mesure de température. Il se trouve que pour une variation de température, que ce soit des Kelvin ou des degrés Celsius, ce sera le même résultat. Donc pas de souci au niveau des conversions sur la variation de température. Je trouve du coup une variation d'énergie interne égale à 47,2 kJ. Delta U est bien positive, étant donné que l'objectif, c'est que le système gagne de l'énergie. Alors du coup, question B, on va s'intéresser à l'énergie consommée par le four pour chauffer du coup cette eau. Et qu'est-ce que j'ai comme information concernant le four? Je connais sa puissance électrique. Et rappel de collège, la puissance électrique, c'est l'énergie électrique libérée par seconde. Cela signifie que la puissance est égale à l'énergie divisée par le temps. Ça veut dire que l'énergie consommée, si j'isole cette énergie, eh bien ça va être égal à la puissance multipliée par le temps. La puissance étant l'énergie libérée en joules par seconde. Donc le temps, je le connais, il est égal à 1 minute 30 secondes. Je mets bien ce temps-là en secondes. Je trouve un résultat qui est égal à 67,5 kJ. Alors pourquoi on me demande l'énergie consommée? Puisque, dernière question, je vais pouvoir calculer le rendement. Je rappelle que le rendement, c'est l'énergie utile transférée divisée par l'énergie totale utilisée. Eh bien, l'énergie utile, l'objectif de cet exercice, c'était de chauffer l'eau. Donc l'énergie utile, c'est la variation d'énergie interne. L'énergie utilisée totalement, c'est l'énergie consommée par le four. Je trouve un résultat égal à 0,70, soit un rendement de 70%. Cela signifie que 70% de l'énergie électrique, a été convertie en énergie thermique. Alors, dernière partie du chapitre, grand 5, nous allons nous intéresser à l'évaluation du flux thermique de la matière, qui est noté du coup par ce symbole-ci, et qui permet d'évaluer du coup la vitesse de transfert thermique à travers un matériau. Vous allez avoir du coup deux formules à connaître. La première est celle-ci, tout est dit dans la définition. Si on s'intéresse à la vitesse du transfert thermique, eh bien je vais m'intéresser à l'énergie thermique transférée que je vais noter par la lettre Q, divisée par le temps, c'est-à-dire le temps de transfert delta T. J'ai bien une énergie par seconde, donc des joules par seconde, cela vous dit quelque chose. Le transfert thermique, en fait, est une puissance. L'unité de mesure du flux thermique est donc en watts. Deuxième formule à connaître, qui est le résultat de la conséquence de ce transfert thermique. Il va y avoir une différence de température entre les deux extrémités d'un matériau. Et du coup, il faut savoir que le flux thermique est égal à quoi? À la différence de température entre les deux faces d'une paroi d'un matériau, divisé par la résistance thermique qui dépend de la composition de ce matériau. D'accord? Ici, la variation de température sera en degrés Celsius. Étant donné que le flux thermique est en watts, eh bien la résistance du coup thermique du matériau sera en degrés Celsius par watts. Donc il faut savoir qu'un bon isolant thermique va avoir un flux thermique très petit. Et si le flux thermique est très petit, eh bien sa résistance thermique sera importante. Alors exercice type pour s'entraîner, numéro 18, page 365 que je vais vous commenter du livre. Ici, on s'intéresse à la schématisation du sens de transfert thermique à travers la vitre d'une chambre. C'est un simple vitrage et qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne la température
intérieure, c'est-à-dire la température de la chambre qui est de 19 degrés, et la température extérieure qui est de -1 degré. Je fais le schéma avec le dessin d'une paroi d'une certaine épaisseur, et je vais passer ici toujours, je l'ai dit, dans la première capsule. Quand on a un transfert thermique, cela se fait toujours du chaud vers le froid. Donc de l'intérieur de la chambre à l'extérieur de la chambre. Il va falloir calculer la valeur du flux thermique à travers la vitre. Qu'est-ce que je connais? Je connais du coup la variation de température ainsi que la résistance thermique de la vitre qui est en degrés Celsius par watt. Je vais donc appliquer la deuxième formule du cours. Je trouve un flux thermique, une puissance thermique qui est égale à 4,010 exposant 3 watts. À partir de ça, on me dit quelle énergie thermique transférée en 1h25. Je cherche donc Q. Je connais delta T. Je vais donc exploiter la première formule du cours. L'énergie thermique Q est égale au flux thermique multiplié par la durée. Attention, la durée, je pense à la mettre en secondes. Je trouve un transfert thermique égal à 1,810 exposant 7 joules. Alors maintenant, à vous de travailler, vous allez me bosser ici l'exercice 29 en isolant la lame de verre. Vous avez la correction en autonomie, bossez bien. Vous faites pause et après je commente la correction. Alors l'objectif de cet exercice était de comparer deux laines de verre, une de surface S1 et d'épaisseur E1 et l'autre de surface S2 d'épaisseur E2. Première question, avec les données de l'exercice, vous deviez calculer la résistance thermique de R1, de la laine de verre 1, et deuxième question, pareil pour la laine de verre 2. Donc Paul donne des informations concernant la première laine de verre. Je connais le flux thermique et je connais du coup la variation de température. Je vais donc exploiter la deuxième formule du cours. Je trouve un résultat qui est égal à 1,5 Kelvin par watt. Ici, je rappelle que ce soit des Kelvin par watt ou des degrés Celsius par watt, étant donné que c'est des variations de température, il n'y a aucune différence. Pour la laine de verre 2, qu'est-ce que je connais comme information? Je connais les informations d'Olivia qui donnent du coup l'énergie thermique transférée, c'est-à-dire Q, et le temps de transfert qui est de 2 heures. Je vais donc exploiter la formule Q sur delta T. Je connais aussi la variation de température entre les deux parois. Je vais donc égaliser les deux expressions du cours pour isoler la résistance thermique. Je trouve une résistance thermique qui est de 4,0 Kelvin par watt. Alors pour la suite, on va s'intéresser à une grandeur qui n'est pas à connaître dans le cours, qui est la conductivité thermique, notez lambda qui n'a rien à voir avec la longueur d'onde, qui est caractéristique d'un matériau. Vous avez la formule ici, et par analyse dimensionnelle, vous devez déterminer son unité de mesure. Par analyse dimensionnelle, l'épaisseur étant en mètres, la surface en mètres carrés et la résistance thermique en Kelvin par watt, je trouve une analyse dimensionnelle qui va être égale en watts par mètre ou par Kelvin, ou alors, comme je l'ai expliqué, watts par mètre par degré Celsius. Question B, du coup, l'objectif était de calculer la conductivité ici des deux laines de verre, et lorsque j'applique la formule, je trouve exactement le même résultat normal, étant donné que la conductivité thermique est indépendante de sa surface et son épaisseur, elle n'est que caractéristique du matériau qui est la laine de verre. Les dernières questions portaient sur l'exploitation de cette formule qui est le résultat de la formule du flux thermique en remplaçant la résistance thermique contenue dans cette formule. Et nous voyons bien que le flux thermique est proportionnel à la surface, mais inversement proportionnel à l'épaisseur. Ça veut dire que si je double la surface, le flux thermique double. Si je double l'épaisseur, le flux thermique est divisé par 2. Pour isoler donc, il faut que j'ai un flux thermique le plus petit possible. Donc je vais
avoir la plus grande épaisseur possible et une surface de toiture la plus petite possible.